Bonsoir à toutes et à tous, merci pour votre présence. Je veux remercier Franck Ferrand pour son invitation, très aimable, à présenter cette conférence. Je remercie aussi Madeleine Dory, qui a contribué à l'organisation de cette soirée. Alors, je vais vous parler des guerres de religion. Vous le voyez sur l'écran, 1555-1598, c'est un demi-siècle de l'histoire de France. Il est évident qu'en une heure, je ne vais pouvoir qu'effleurer le sujet, mais je vais m'efforcer de le faire de manière thématique, afin que vous puissiez mesurer quelques-uns des aspects structurants de cette période cruciale de notre histoire. On vient de parler des problématiques religieuses, on appelle ça les guerres de religion, mais vous allez voir, je ne vais presque pas vous parler de religion. Je vais vous parler de beaucoup d'autres choses, et surtout de politique, parce que ces guerres de religion, elles ont eu une très forte dimension politique. Alors je fais le choix donc d'aborder le sujet de manière thématique. Donc vous le verrez, je vais vous raconter d'abord que ces guerres de religion sont une guerre civile, et je vais vous expliquer un petit peu quels sont les différents aspects de cette guerre civile. Nous verrons que de manière peut-être étonnante, ces guerres de religion, qui normalement devraient être des guerres intestines, puisque une guerre civile fait s'affronter des concitoyens ensemble, eh bien ces guerres de religion en fait ont été un conflit européen. Et je vous expliquerai pourquoi et comment. Nous verrons également qu'elles ont été un moment d'effervescence intellectuelle et qu'elles ont été un véritable laboratoire politique, que des idées politiques novatrices ont été énoncées pendant cette période, qui n'a pas été juste une période de guerre, qui a aussi été une période de forte production pamphlétaire. J'aborderai bien sûr une thématique peut-être que vous attendez, c'est celle de la légende noire des derniers Valois. Vous savez que Catherine de Médicis et ses fils ont été enveloppés par une sorte de discrédit depuis le XVIe siècle. On essaiera d'éclaircir un petit peu cette question et voir peut-être que cette légende noire n'a pas tellement lieu d'être. Et puis enfin, on terminera sur quelques idées reçues relatives à Henri IV et à la manière dont il a mis un terme à ces guerres de religion, à travers une évocation de la notion de tolérance qui, au XVIe siècle, n'a rien à voir avec celle que nous avons aujourd'hui, et puis sur l'affermissement de la puissance absolue, de la puissance monarchique, au terme de ces guerres civiles. On va donc commencer par le premier de ces thèmes, évoquer cette période comme une période de guerre civile. Alors j'écris une guerre civile, et vous savez qu'on parle de guerre de religion au pluriel. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il peut être opportun de le mettre au singulier. Quand faire commencer cette période des guerres de religion? Traditionnellement, elle commence en 1562, avec ce qu'on appelle le massacre de Vassy. Ce massacre de Vassy, c'est tout simplement le massacre de protestants qui étaient réunis dans une grange à Vassy. Vassy, c'est non loin du duché de Lorraine, dans le royaume de France, et qui ont été massacrés donc par les troupes du duc de Guise. Le duc de Guise, c'est le chef des catholiques intransigeants, du parti catholique. Et ce massacre de protestants dans la grange de Vassy est considéré traditionnellement par l'historiographie comme le début des guerres de religion. En fait, c'est une commodité chronologique, mais c'est un abus. Les guerres de religion, elles ont commencé plus tôt. Elles ont commencé à partir du moment où les protestants, les réformés français, vous savez qu'en France, les protestants sont calvinistes, et les calvinistes, on les appelle les réformés. À partir du moment où les réformés sont sortis de la clandestinité dans laquelle ils vivaient, pour apparaître au grand jour. Et c'est à partir de 1555 que s'est opérée cette sortie de la clandestinité. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis Genève, Calvin a décidé que les communautés clandestines devaient apparaître au grand jour pour promouvoir la foi réformée et pour engager un processus qui visait à convertir le royaume de France au calvinisme. Et lorsque ces protestants sont apparus, alors qu'ils étaient jusqu'alors cachés, eh bien, il y a eu une prise de conscience soudaine de la majorité catholique dans le royaume, mais aussi du roi et de la cour, du danger que pouvaient représenter les protestants pour la couronne et pour le catholicisme. Et c'est à partir du moment où cette prise de conscience a eu lieu que les tensions sont montées dans le royaume de France et que peu à peu, on est entré dans un processus qui nous a conduits vers les guerres civiles. Alors, je ne vous détaillerai bien sûr pas toutes les étapes de ce processus, je vais vous en citer juste une. C'est ce qu'on appelle la conjuration d'Amboise. La conjuration d'Amboise, c'est une tentative faite par la moyennesse protestante, convertie au protestantisme, de s'approcher du roi pour
lui demandaient, le roi est alors François II, le fils d'Henri II, vous savez qu'Henri II est mort en 1559 accidentellement à la suite d'un tournoi, et c'est son jeune fils, François II, qui est monté sur le trône. Et alors ce jeune fils, eh bien, il ne se sentait pas de gouverner le royaume seul, il avait fait appel à des conseillers, ces conseillers c'était ses oncles par alliance, puisque François II avait épousé Marie Stuart, une histoire qu'on connaît par ailleurs pour son histoire ultérieure, et que les oncles de Marie Stuart étaient les Guise, le duc de Guise, François de Guise, et le cardinal de Lorraine. Eh bien, il avait appelé auprès de lui ces deux catholiques intransigeants, et ils avaient conduit une politique très hostile aux protestants. Donc, les protestants voulaient s'approcher du roi, à Amboise, pour le convaincre de disgracier les Guises, ses conseillers catholiques. Ils ont monté une opération militaire qui devait leur permettre de pénétrer dans le château d'Amboise. Et cette opération militaire a lamentablement échoué. Le complot a été édenté et les conjurés d'Amboise ont été exécutés par ordre des Guises, soit pendus au créneau du château d'Amboise, pour certains décapités, pour d'autres noyés dans la Loire. Et ça a été un événement majeur du processus qui a conduit vers ces guerres de religion, puisqu'il a été le premier véritablement événement militaire de cette période de montée des tensions. Puis donc le massacre de Vassy en 1562 marque le début du conflit armé, au sens propre du terme, entre un parti catholique et un parti protestant qu'on va appeler le parti huguenot. Et à partir de là commence une série de guerres. Une série de guerres entrecoupées par des périodes de paix. 8 guerres, 8 paix. La première guerre de religion, par exemple, qui commence en mars 62, va s'achever un an plus tard, en mars 1563, avec ce qu'on appelle l'édit d'Amboise, un édit qui rétablit la paix. Et puis, 4 ans plus tard, en 1567, commence la deuxième guerre civile, etc. Je ne vais pas vous les présenter naturellement. 8 guerres, comme ça, entrecoupées de périodes de paix plus ou moins longues, plus ou moins complètes. Et puis la dernière de ces guerres commence en 1585 et s'achève par l'édit de Nantes, qui met un terme aux guerres de religion. Alors, 8 guerres de religion, oui, mais une seule guerre civile, parce qu'en fait, ces périodes de paix, il faut le savoir, elles étaient souvent extrêmement partielles. Et la guerre civile, pendant cette longue période, ce presque demi-siècle, n'a jamais véritablement eu de terme. Alors, elle a été marquée par des batailles dont les noms peut-être résonnent dans votre mémoire, peut-être que vous en connaissez certaines, la bataille de Dreux en 1562, la bataille de Jarnac en 1769, à l'occasion de laquelle le prince de Condé, c'était l'un des chefs du parti protestant, a été tué. Il n'a pas été tué de manière très orthodoxe, il était tombé de son cheval et il a été achevé par un capitaine catholique. La bataille de Montcontour, au cours de laquelle les soldats protestants allemands, je vous en ai tout à l'heure, qui étaient venus au secours des protestants français, ont été massacrés. La bataille d'Arques, c'est celle au cours de laquelle est née la fameuse légende du panache blanc d'Henri IV. Cette bataille d'Arques en 1589. La bataille d'Ivry, vous voyez, c'est une période qui est scandée par des affrontements militaires qui mettent aux prises l'armée royale catholique avec l'armée protestante, celle du parti huguenot. Et puis des sièges aussi qui ont eu lieu. Le siège de Paris, c'est Henri IV qui a mis le siège devant sa propre capitale, qui était restée aux mains des troupes catholiques ligueuses en 1590. Et puis il y a eu un premier siège de La Rochelle. Vous connaissez le siège de La Rochelle peut-être de 1628, celui que Richelieu a voulu mettre devant la capitale protestante. Il y en a eu un autre, un premier, qui a eu lieu en 1573. Là aussi, c'est l'armée royale qui a assiégé La Rochelle, qui était la place forte principale du protestantisme français. Et ce siège a cette fois-ci échoué. De longs mois de siège qui n'ont pas porté leurs fruits. La capitale protestante a résisté. Donc, bien sûr, une guerre civile qui se matérialise par des événements militaires. Ici, vous avez une gravure qui représente la bataille de Jarnac. Cette bataille au cours de laquelle le prince de Condé a été tué après être tombé de son cheval. C'est une gravure de l'époque. Et puis, eh bien, cette période, elle est marquée aussi par des événements un peu charnières. Cette guerre civile, elle fait l'objet d'événements un peu monstrueux, des assassinats. Par exemple, l'assassinat de François de Guise. François de Guise, le chef de la faction catholique intransigeante,
a été assassiné par un protestant. Il a été assassiné par un protestant qui s'appelait Poltrot de Méré, au terme de la Première Guerre civile. D'ailleurs, son assassinat a mis un terme à la Première Guerre civile. Gaspard de Coligny, l'amiral de France, dont vous connaissez le nom, qui était chef du parti protestant, lui aussi a été assassiné lors d'un événement bien connu qui s'appelle le massacre de la Saint-Barthélemy. Ça a été la première victime du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Et puis il y a eu des exécutions. Gabriel de Montgomery, par exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mort d'Henri II en 1559. Eh bien, Henri II est mort au cours d'un tournoi. Il joutait contre des membres de la noblesse française. Ce tournoi avait été organisé en 1559 pour célébrer la paix avec l'Espagne, la paix du Cateau Cambrésis, qui mettait un terme à la guerre avec l'Espagne, qui était quasiment une guerre qui avait duré pendant un demi-siècle, depuis le règne de François Ier. Et bien, pour célébrer cette paix, on organise un tournoi. Et là, le roi joute, et puis en fin de journée, il décide de jouter encore une fois, et il affronte le capitaine de sa garde écossaise, Gabriel de Lorge, comte de Montgomery. Il ne referme pas bien la visière de son casque, et malheureusement, eh bien, la lance du comte de Montgomery pénètre dans le casque du roi, à travers l'espace laissé vacant par la vitre qui n'était pas rabaissée, et forcément, ça ne se passe pas bien. La lance pénètre dans le crâne du roi et il meurt après quelques jours de agonie. Eh bien, le comte de Montgomery n'a pas été exécuté, puisque c'était un accident. En revanche, il a dû quitter la cour. Et après avoir quitté la cour, eh bien, il s'est converti au protestantisme. Catherine de Médicis n'a eu de cesse de le rattraper, de le retrouver. Et finalement, en 1574, au terme d'un nouveau complot protestant, Montgomery a été arrêté. Et là, Catherine de Médicis ne l'a pas raté. Il a été exécuté. Henri de Guise, autre personnage majeur, le fils de François de Guise. On l'appelait le balafré, Henri de Guise, tout simplement parce qu'il avait reçu une balafre lors de la bataille de Dormans en 1575. Eh bien, Henri de Guise a lui aussi été exécuté, mais cette fois-ci sur ordre d'Henri III, à Blois, en décembre 1588, tout simplement parce qu'il était considéré par Henri III comme un concurrent. Et puis il y a eu des massacres de masse. Je vous parlais du massacre de la Saint-Barthélemy, je vous en dirai un mot tout à l'heure. En 1572, massacre des catholiques parisiens des protestants parisiens par les catholiques parisiens, environ 3000 morts, et puis un massacre qui se développe aussi à l'échelle du royaume, avec 10 000 morts en tout, dans d'autres villes. Et puis ce qu'on appelle la michelade, parce qu'il n'y a pas que les catholiques qui massacrent les protestants. Les protestants font la même chose. La michelade, c'est un massacre de catholiques qui a eu lieu à Nîmes, une ville fortement calviniste, en 1567. Alors vous avez ici les deux protagonistes que j'évoquais tout à l'heure. À gauche, l'amiral de Coligny, Gaspard de Coligny, donc mort à la Saint-Barthélemy. À droite, le duc François de Guise, assassiné par Poltrot de Méré en 1563. Deux militaires très expérimentés qui finalement ne sont pas morts au combat, mais ils sont morts par assassinat l'un et l'autre. Ici, vous avez une représentation de la michelade, ce massacre de catholiques par les protestants à Nîmes. Vous voyez, on est en train de précipiter les protestants, les catholiques au fond d'un puits. Vous voyez, ils sont en train de les pousser pour se débarrasser d'eux. Ça aussi, c'est une gravure de l'époque. Alors, c'est une guerre civile avec des exactions, des massacres, tout ça. Mais les guerres de religion, c'est bien autre chose, c'est bien davantage. C'est aussi un conflit européen. Un conflit européen, tout simplement parce que les puissances voisines du Royaume de France se sont senties concernées par cette guerre civile. Vous allez comprendre pourquoi. Pour bien comprendre la logique qui préside à cette extension du conflit, il faut considérer la manière dont les hommes de l'époque envisageaient la structuration de l'Europe sur le plan religieux. Ils considéraient en quelque sorte que deux blocs s'étaient formés. Un bloc catholique, un bloc protestant. Celui qui a le premier émis cette théorie, c'est Hubert Languet. Vous le voyez en filigrane. Vous voyez son portrait en filigrane de cette diapositive. Hubert Languet, c'était un calviniste, bourguignon, mais qui était entré au service d'un prince allemand, Auguste de Saxe, le prince électeur de Saxe.
Et il jouait un très grand rôle diplomatique, c'est-à-dire qu'il était agent diplomatique au service de l'électeur de Saxe, le prince électeur de Saxe. Il circulait dans toute l'Europe, il avait un très vaste réseau, un réseau international protestant, et il avait acquis la certitude, au fil de ses voyages et des échanges de lettres qu'il avait de manière très fréquente avec les membres des cours européennes, il avait acquis la certitude qu'il existait en Europe ce qu'il appelait une conjuration papiste internationale. Papiste, c'est-à-dire catholique, c'est-à-dire une conjuration qui visait à exterminer l'ensemble des confessions protestantes en Europe. Puisque vous savez que vous avez les luthériens, vous avez les calvinistes, vous avez les anglicans notamment, sans parler des anabaptistes. Donc, voilà. Il existait cette conjuration papiste internationale, et à sa tête se trouvait le pape et le roi d'Espagne. Et alors il avait théorisé l'existence de deux blocs, un bloc catholique qui voulait anéantir un bloc protestant, et il incitait ce bloc protestant à se structurer pour résister à ce bloc catholique. Et cette idée de l'existence de deux blocs, eh bien, elle a fait son chemin, et elle est venue structurer finalement toute la vision que ces hommes avaient de l'Europe à l'époque, et la France, dans laquelle se déroulait un affrontement entre catholiques et protestants, était considérée comme l'un des terrains sur lequel le sort de cette lutte se jouait. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, les puissances européennes se sont tant intéressées aux guerres des religions françaises. En fait, la France était considérée un peu comme la bascule du système. Si les protestants l'emportaient en France, c'est le bloc protestant qui gagnerait. Si les protestants étaient anéantis en France, eh bien, c'est le bloc catholique qui l'emporterait inéluctablement. Donc il fallait lutter sur le terrain en France. Et ainsi se sont structurés ces deux blocs. Alors le bloc protestant, qui les compose? Bien sûr, il y a les Huguenots. Les Huguenots, ce sont les protestants français. Il y a l'Angleterre. L'Angleterre, avec à sa tête la reine Élisabeth d'Angleterre, Élisabeth Ier, qui est montée sur le trône en 1558 et qui a régné jusqu'en 1603, c'est-à-dire que son très long règne a couvert totalement la période des guerres de religion françaises. Elle est anglicane, mais l'anglicanisme, sur le plan théologique, se rapproche assez fortement du calvinisme. Et donc il y avait naturellement une solidarité entre les calvinistes français et les anglicans. Les princes allemands, vous savez que la réforme protestante a touché d'abord l'Empire, d'abord l'Allemagne. Et les princes allemands se sont convertis au luthéranisme. Ce sont des princes luthériens. Ces princes luthériens, pour certains d'entre eux, ils ne veulent pas entendre parler des calvinistes, parce qu'ils les considèrent comme des hérétiques. Je ne vais pas expliquer pourquoi en détail, mais ils considèrent que leur conception eucharistique, qui est vraiment le nœud de leur réflexion religieuse, est trop éloignée des calvinistes, pour qu'ils puissent véritablement leur porter secours. Mais il y a une poignée de princes allemands qui sont plus modérés et qui sont prêts à aider les réformés français. Puis il y a les cantons suisses. Vous savez que parmi les cantons suisses, il y en a 4 qui sont réformés, qui sont calvinistes. Il s'agit de Bâle, de Berne, de Zurich, de Schaffhouse, et puis il y a la République de Genève, une petite ville qui n'a aucune puissance militaire, mais qui a une autorité morale grâce à Calvin. Les Provinces-Unies, elles sont nées au cours des guerres civiles, en 1579 et 1581, en 2 temps, elles sont nées de la scission des Pays-Bas espagnols. Les provinces du Nord, qui étaient protestantes, se sont séparées des Pays-Bas espagnols et ont créé un État indépendant qu'on appelle les Provinces-Unies, qui est un État calviniste. Et eux aussi veulent aider les protestants français. Et puis les royaumes scandinaves, qui sont convertis au luthéranisme, aussi bien le royaume de Suède que le royaume de Danemark. La Norvège, à l'époque, est une province du royaume de Danemark, et la Finlande, une province du royaume de Suède. Il n'y a que 2 royaumes en Scandinavie. Voilà pour ce bloc protestant. Ici, vous avez un portrait de la jeune Élisabeth. C'est Élisabeth avant qu'elle ne monte sur le trône d'Angleterre. J'ai choisi ce portrait parce que je trouve qu'il est plus gracieux que les portraits de la reine un peu plus tard, où il est toujours très fardé, etc., et où c'est moins agréable. Donc voilà Élisabeth jeune, avant son avènement au trône d'Angleterre. Elle a joué un grand rôle dans ces conflits français. Là, vous avez un autre personnage important, c'est le duc de Deux-Ponts, Wolfgang de Bavière, duc de Deux-Ponts. Lui, il fait partie de ces princes luthériens qui ont accepté de porter secours aux protestants français
pendant les guerres de religion. Malheureusement pour lui, il est mort en France, pendant l'expédition qu'il a conduite avec ses troupes en France en 1569. Il est mort d'une vilaine blessure, non loin de Limoges. Et alors il y a toute une histoire, vous savez qu'il est mort en France, il a fallu rapatrier son corps. Alors comme on était en guerre, c'était pas facile, donc on a salé le corps, on l'a mis dans un tonneau, et pendant 1 an et demi, on l'a promené à travers le royaume de France. Il a fini par rentrer dans son état en bateau, en passant par l'Atlantique, puis par la Baltique, pour être débarqué dans l'Empire. Donc il a eu une aventure un peu difficile. Autre personnage ici, le prince d'Orange, Guillaume de Nassau, prince d'Orange, qui est à la tête des Provinces-Unies, à la tête de cet État calviniste qui s'est formé par la scission des Pays-Bas espagnols. Donc vous voyez, un bloc protestant bien structuré. Et puis il y a un bloc catholique. Ce bloc catholique, c'est l'Espagne, bien sûr. L'empereur, vous savez qu'à la mort de Charles Quint, ses possessions ont été partagées en deux.